Et sur ce plateau, un face-à-face, André Chassaigne, président du groupe GDR, bonjour. Bonjour. Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et bienvenue dans la séance continue. Philippe Vigier, vous demandez au gouvernement de procéder à des réquisitions. Écoutez, si l'économie devient bloquée, il faudra bien que celles et ceux qui doivent travailler puissent le faire. Transporter des enfants pour aller dans les écoles tous les jours, c'est important. Faire en sorte que les trains circulent, faire en sorte que les avions puissent décoller. Évidemment, moi, je suis attentif au respect du droit de grève. Bien sûr, il est constitutionnel, on ne peut pas le toucher. Mais pour autant, on ne peut pas laisser l'économie se paralyser au moment où cette France commence à avoir quelques signes de reprise. Et ces signes de reprise, je ne voudrais pas qu'ils soient malheureusement mis par terre parce que, justement, certains, quoi qu'il arrive, veulent le retrait de ce texte de loi. Et retirer ce texte de loi, je voudrais simplement dire cela, ça serait rajouter de la précarité à la précarité. N'oublions pas que lorsqu'il y a 10 emplois de créés, il y en a 9 qui sont des CDD, des contrats à durée déterminée. Vous trouvez un logement lorsque vous avez un CDD? Vous avez une possibilité pour vivre décemment? Certainement pas. André Chassaigne, qu'un gouvernement de gauche puisse procéder à des réquisitions, cela vous choque? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot réquisition. Si la réquisition, c'est la sécurité sanitaire, par exemple, c'est une chose. Mais si la réquisition, si c'est un prétexte pour briser la possibilité de faire grève, bien évidemment, je suis fermement opposé à ce type d'action gouvernementale, comme l'était d'ailleurs Manuel Valls en 2010 et l'ensemble des socialistes qui se sont exprimés en disant que les réquisitions, c'était scandaleux, c'était une atteinte à la démocratie. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui viennent nous donner des leçons. Moi, ce que je veux dire, c'est, moi, je souhaite une réquisition. C'est réquisitionner le gouvernement pour qu'il retire ce projet de loi. Et je dirais que si aujourd'hui, il y a autant de mouvements, de protestations, si le mouvement social grandit, c'est parce que le gouvernement a fait preuve d'une violence terrible avec le 49.3. Donc, il ne faut pas s'autodoner que suite à la violence du gouvernement, il y ait ensuite des actions dans la population et qu'il y ait certaines violences qui puissent se développer. André Chassaigne le souligne, le gouvernement en 2010 avait connu des grosses manifestations, des blocages. Finalement, droite et gauche sont parfois soumis au même blocage. Oui, mais là, il y a eu une méthode. André Chassaigne, on sera au moins d'accord sur ce sujet-là. On est parti d'un texte. Ils ont consulté les partenaires sociaux. En 2010, le texte n'était pas encore adopté. Je parle de la loi El Khomri, de la loi travail. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce texte du départ, il ne pouvait pas satisfaire peut-être André Chassaigne, mais au moins c'était un matériau, c'était un texte sur lequel on allait travailler. Ce qui a été considéré comme une vraie violence, et pourtant nous avons été plusieurs à le demander. À demander ce qu'il y a un débat qui se passe dans l'hémicycle, que l'on puisse aller au bout de ces amendements. Les Français ne comprennent pas que sur le texte qui est majeur, il s'agit de l'emploi. Il s'agit du cancer généralisé de la France et on ne laisse pas les députés et maintenant les sénateurs travailler sur ce texte. Ça, c'est scandaleux. Sur la loi Macron, nous avons passé un mois ici. Un mois dans l'hémicycle. Ici, on nous a refusé tout débat après 2 jours. Et donc, le gouvernement a voulu passer en force. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Le pays se bloque jour après jour. Mais l'opposition, les Républicains et les centristes ont dit dès le départ que cette version du texte ne convenait pas. Pourquoi les centristes n'ont pas dit cela? Reprenez mes propos. Je fais des conférences de presse tous les mardis. J'ai dit que sur le texte de départ, nous étions prêts à le voter car il allait dans la bonne direction. Et que nous le texte de départ, c'est un texte qui a fuité dans la presse. Ce n'est pas le texte qui était présenté. Et que nous voulions l'amender. La preuve, en plus, nous étions constructifs. On avait très précisément déposé 128 amendements. On ne peut pas dire qu'on a été dans le blocage parlementaire. Non, là, je prends le gouvernement la main dans la confiture. Pardonnez-moi, en 2010, comme l'a très bien dit André Chassaigne, lorsqu'il y avait réquisition, c'était les premières allées. Lorsque François Hollande était dans ses murs et que l'on parlait de 49.3, il disait quoi? Il disait, c'est scandaleux, le Parlement est bâillonné, c'est un déni de démocratie. Il a tout oublié depuis qu'il est au pouvoir. André Chassaigne, si la mobilisation continue et qu'une pénurie d'essence est vraiment globale sur le pays, si les transports ne fonctionnent plus, n'avez-vous pas peur que l'opinion, qui pour l'instant rend le gouvernement responsable de la situation, finalement condamne l'attitude de la CGT? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une campagne qui est développée par l'ensemble des médias. Il suffit d'ouvrir la radio le matin ou regarder la télévision le soir pour essayer de déconsidérer l'action syndicale et en particulier cette très grande organisation syndicale qu'est la CGT. Lui-même, d'ailleurs, le Premier ministre, dans les propos qu'il tient, tout est fait pour essayer de faire porter la responsabilité de ce qui se passe sur les salariés. Mais ce sont les salariés qui décident des actions. Laurent Berger dit que cette loi c'est pas Martinez d'en haut qui va donner des ordres. Laurent Berger de
la CFDT dit que c'est une bonne loi pour les salariés. Il peut avoir cette appréciation, d'autres n'ont pas cette appréciation. L'opinion publique à 70% ne considère que c'est une mauvaise loi. Il y a aujourd'hui des décisions qui sont prises, et il y a des luttes qui sont conduites. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au contraire, il y ait une amplification de ces luttes, parce qu'il faut que le gouvernement retire son texte de loi. Il a méprisé le Parlement, il a méprisé les organisations syndicales, il a méprisé le peuple de ce pays. Aujourd'hui, il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités et qu'il retire ce texte de loi. Philippe Vigier, vous pensez que les Français la connaissent, la loi El Khomri, ou finalement c'est trop tard, de toute façon, il y a énormément de fantasmes dessus. C'est très bien. Beaucoup de parlementaires ont découvert le contenu précis de ce texte au moment où il a été mis sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça montre un dysfonctionnement de cette maison. On a travaillé en commission, ce texte a été modifié. Et ensuite, au moment de cette motion de censure, c'est le gouvernement qui a modifié encore le texte. Vous savez, il y a eu notamment cette polémique sur cette super taxation des CDD, cette folie furieuse qui avait été inventée, alors que je le disais tout à l'heure, il y a déjà tellement de précarité lorsqu'on a un CDD. En l'hypertaxant, c'était encore moins d'accès pour les jeunes au boulot. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, très mauvaise méthode gouvernementale, mais c'est pas nouveau. On avait déjà vécu un vrai fiasco sur la déchéance de nationalité. Depuis 5 mois, sur 2 questions majeures. Une qui touche à la sécurité des Français, au problème de l'état d'urgence, et deuxièmement, à ce problème de la loi travail. On voit bien que la méthode gouvernementale est un échec total. C'est l'échec de François Hollande, parce que c'est lui qui pilote tout. Sauf que regardez, messieurs, François Hollande et Manuel Valls disent la gauche de la gauche dit que ce texte va trop loin, l'opposition dit qu'il va pas assez loin. Bah regardez, finalement, c'est un texte d'équilibre et de compromis. D'abord, effectivement, la première chose, la démocratie veut qu'un texte soit discuté au Parlement, par l'Assemblée nationale et au Sénat. En commission, il y a eu très nombreux amendements. Il n'y a pas eu cette discussion dans l'hémicycle. Or, si il y avait eu cette discussion, sans aucun doute que le contenu du texte de loi aurait été mieux connu. Mais je précise quand même qu'il y a eu dans le pays vraiment une appétence pour connaître ce texte de loi. Il n'y a pas eu seulement Nuit debout, mais il y a eu par Internet, par le numérique, il y a eu des débats qui ont été organisés moi-même. J'ai organisé des débats dans la circonscription dont je suis le député. Donc ce texte de loi... il est considéré majoritairement comme étant extrêmement négatif. Moi, je n'ai pas la même analyse que mon collègue Vigier pour dire qu'il est négatif. Mais moi, je considère, par exemple, que privilégier les accords d'entreprise sur les accords de branche et sur le code du travail, je considère qu'il aura des conséquences terribles en termes d'emploi. Le contraire, on a une analyse qui est contraire par rapport à ça. Mais au moins qu'on puisse en discuter. Au moins qu'on puisse en discuter. Et bien, vous en débattez ici. Voilà. Moi, je préconise plutôt qu'on s'organise, pardon, je vous réponds, qu'on s'organise plutôt dans les entreprises que les accords de branche, que les branches puissent à un moment ou à un autre, comme ça a été d'ailleurs à un moment proposé par le rapporteur, puissent a posteriori regarder les choses, oui, mais quand l'accord est possible dans l'entreprise, il ne faut pas non plus ignorer qu'il peut y avoir du dialogue social. Je ne dis pas que partout c'est formidable, il peut y avoir un vrai dialogue social dans les entreprises. Et puis on est dans un mensonge continuel. Quand vous pensez que la ministre du Travail nous disait en séance qu'il n'y avait pas inversion de la hiérarchie des normes, elle avait la queue du renard qui lui sortait de la bouche et elle disait qu'elle ne l'avait pas avalé. C'est une expression auvergnate. Hein. Ouais. Eh bien, franchement, aujourd'hui, on le voit avec les routiers, le ministre des Transports reconnaît qu'il faut faire une exception pour les routiers de façon à ce qu'ils ne soient pas concernés par le renversement des hiérarchies des normes. Il y a en même temps une forme de malhonnêteté intellectuelle dans la façon de présenter ce texte de loi. Dernière question, on est à quelques jours de l'Euro 2016. Est-ce que vous, André Chassaigne, vous souhaitez que la CGT perturbe cette manifestation ? Non, mais ça... Excusez-moi, mais c'est le genre de question. S'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de RER, s'il n'y a pas de train... La CGT et les salariés concernés sont suffisamment majeurs pour prendre leurs décisions en connaissance de cause, et c'est pas un modeste député comme moi qui va me permettre de se permettre de dire il n'y a qu'à Faucon. On n'a pas affaire à des salariés en furie. On a affaire à des organisations syndicales qui s'adressent aux salariés de leurs entreprises, qui prennent des décisions d'action, qui ne le prennent pas. C'est à ce niveau que ça se tient, mais en aucun cas je serai en donneur de leçons par rapport à ceux qui s'opposent à la violence du gouvernement. La CGT qui doit quand même se poser la question justement de savoir aller jusqu'à perturber cet Euro 2016. Ça vous inquiète, moi, très clairement, je vais vous dire les choses. Je souhaite évidemment qu'on ne perturbe pas l'euro. C'est un moment de rayonnement extraordinaire pour la France. À l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, il y a des emplois derrière. C'est cette attractivité française pour laquelle on se bat. Donc André Chassaigne, là où il est, dans ses responsabilités, là où nous sommes, moi j'ai dit aux
aux syndicalistes, vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, vous avez le droit de manifester. Laissez au moins ce magnifique événement sportif avoir lieu. Il y aura encore du débat, le chemin n'est pas terminé. Et que le débat revienne au Sénat, vienne à l'Assemblée, argument contre argument, mais il faut que cette France avance, il faut que cette France se modernise. Ça ne veut pas dire qu'elle se précarise, ça ne veut pas dire qu'on aille diminuer la protection de nos salariés, pas du tout. Moi, je veux du pouvoir d'achat pour eux et du boulot pour les jeunes. Philippe Vigier, faut-il légiférer sur les salaires des grands patrons ? Moi, je veux dire, je suis plutôt un libéral, mais le libéralisme, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, il y a une partie de ce texte qui nous convient, et je tiens à le dire. Et d'ailleurs, André Chassaigne le sait, parce qu'il a une certaine honnêteté intellectuelle que je tiens à reconnaître ici. Charles de Courson, notre collègue du groupe IDI, avait déjà déposé des amendements qui permettent de dire quoi ? Qui permettent de dire que l'Assemblée générale des actionnaires d'une entreprise puisse dire son mot, mais pas simplement dire son mot. Avoir le dernier mot. Ou valider ou invalider la rémunération d'un grand patron. A priori, ceux à qui appartient l'entreprise, s'ils estiment que tel patron doit être payé tel montant par mois, ou tel montant par an, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Donc il faille encadrer, oui, avec l'Assemblée générale des actionnaires, comme cela. L'État, cher André Chassaigne, pourra dire son mot, puisqu'il fait partie, que je sache, des actionnaires dans les entreprises nationalisées. Vous, c'est une proposition de loi que votre collègue Gaby Charroux va donc défendre demain, mais vous allez plus loin que seulement le dernier mot de l'Assemblée générale des actionnaires. Bon, notre proposition de loi, celle qui a été déposée par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, effectivement, dans notre niche annuelle, c'est demain. Une seule journée par an pour porter des propositions de loi. Nous en portons 4. Il y a effectivement celle-ci. Donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que les décisions qui sont prises par une Assemblée générale soient appliquées mécaniquement par le conseil d'administration. Contraignantes sur l'avis du conseil d'administration. Il y a ensuite le fait que nous, on considère qu'on ne peut pas siéger dans 5 conseils d'administration, on pense qu'il faut limiter à 2, parce que c'est ce qu'on appelle la technique de la barbichette. Je te tiens pas la barbichette, tu me donnes un gros salaire, et moi je permettrai d'en avoir un autre. On vous rejoindra également. Voilà. Par contre, pour nous l'essentiel, c'est pour ça que le libéral me suivra pas sur ce terrain. C'est le plafonnement. L'essentiel, c'est le plafonnement. On peut parce avancer. que le libéral pense, lui, que des grands patrons d'eux-mêmes, ou leur conseil d'administration, ou leur assemblée générale peuvent se réguler. Bon, alors, il peut toujours y en avoir, hein, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, hein, quand même. Et donc, nous, on pense qu'il faut une règle, et on est pour un plafond, un plafond de 1 à 20, et c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 1 à 20, ça ne vous va pas. 1 à 20, nous avons un désaccord formel, mais je voudrais rappeler, André Chassaigne, également un point sur lequel on s'était retrouvé il y a quelques années. C'était la taxe sur les transactions financières. C'est juste. Nous avions proposé à l'UDI, les centristes, et d'ailleurs le groupe GDR, les communistes nous avaient soutenus, parce que, une fois de plus, oui à une économie libérale, oui également à une régulation. Alors le MEDEF est farouchement opposé à toute législation sur le salaire des grands patrons. Ils disent que sinon les grands patrons vont partir à l'étranger et ne resteront plus en France. Ouais, mais ça c'est les arguments à mon avis qui tiennent pas. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui ont mis des règles. Et puis vous savez, ces grands patrons qui sont irremplaçables, personnellement j'y crois pas trop. Ce que je veux dire quand même, c'est que demain il faudra pas nous amuser. C'est-à-dire, j'ai bien vu la technique du gouvernement cet après-midi. Comme ils ont aujourd'hui, c'est des oiseaux avec des plumes mouillées, ils vont faire les coucous, ou plutôt ils vont prendre notre proposition de loi en disant il faut l'améliorer, on la mettra dans la loi Sapin qui arrive en discussion. Mais ça c'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris des groupes minoritaires de cette Assemblée qui est courante avec cette majorité, c'est-à-dire que si on peut faire émerger une proposition de loi, ils font tout pour la contourner, pour essayer d'en avoir le bénéfice politique. C'est dire où ils en sont réduits dans une forme de petitesse parlementaire. Philippe Vigier, vous le savez, le MEDEF s'oppose à ce que l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires prime sur le conseil d'administration. Moi, je ne suis pas calé tous les jours sur la position du MEDEF. Le MEDEF avait dit qu'il y avait un code de bonne conduite. Il a évoluer ce code de bonne conduite sur un échec. Il n'a pas marché. Donc il n'a pas marché. Là, ce que nous proposons n'est pas très contraignant. Écoutez, l'Assemblée générale des actionnaires, ce sont les propriétaires de l'entreprise. Quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, a priori, vous le mettez dans de bonnes mains. Si le patron n'est pas bon, vous le mettez dehors. Si il est bon et qu'il y a des résultats, vous le conservez. Philippe Vigier, dire que l'arabe est une langue communautaire, cela vous choque ? Oui, ça me choque. Moi, je veux dire à Najat Vallaud-Belkacem qu'elle a une mauvaise passe, là. Elle est ministre de la Recherche. Hier, coupe sombre de plus de 250 millions d'euros dans la recherche. Jacques Lang, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, il expliquait que lorsqu'on était capable d'avoir des crédits dans la recherche, c'est l'innovation, c'était les emplois de demain. Et là-dessus, on ne l'a pas entendu. Habituellement, elle est très véhémente lorsqu'on l'a... Elle a répondu hier à une question sur la recherche. Elle a convaincante. À la Commission des finances, nous avons tout fait, avec le soutien de la rapporteure générale Valérie Rabault, pour revenir sur cette idée folle, je dis bien idée folle, 7 prix Nobel,
qui veulent défendre cette idée. Deuxièmement, sur les collèges, la réforme des collèges, où ça devait être l'alpha et l'oméga de tout. Ça ne marche pas. Et c'est une nouvelle fracture territoriale entre la grande ruralité, que connaît bien André Chassaigne et que je connais également, et les villes. Car les enfants de nos terres rurales auront moins d'accès aux langues comme l'anglais, comme l'espagnol, comme l'allemand, comme l'italien. Alors on est loin d'avoir l'arabe, moi j'ai aucune demande. Le problème n'est pas là. Si les jeunes veulent apprendre l'arabe, il y a d'autres possibilités qu'ils peuvent utiliser, comme le chinois ou comme le japonais. Là, c'était sur le terme de langue communautaire. Oui, non, mais c'est un terme excessif. Pardonnez-moi, il faut d'abord apprendre ces langues qui sont, me semble-t-il, les plus utilisées en Europe et dans le monde. André Chassaigne, un dernier mot sur la réforme des collèges. Est-ce que vous, dans votre circonscription, vous avez des inquiétudes sur l'organisation de cette réforme? Exactement. D'abord, j'ai applaudi la ministre sur la dimension éthique de sa réponse. Cette phrase vous a choqué? Oui, concernant la diversité des langues. Vraiment, je trouve qu'elle a une réponse qui méritait d'être appréciée pour quelqu'un qui est attaché à certaines valeurs d'humanisme en quelque sorte. Mais par contre, c'est vrai que cette réforme du collège telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui, et aussi le souci de faire des économies sur les dépenses publiques, c'est aussi une réalité, va aboutir à une véritable fracture territoriale où beaucoup aujourd'hui de collèges sont menacés parce que d'une part, il y a les baisses qui sont celles des moyens financiers des départements qui ont une compétence au niveau du fonctionnement, au niveau matériel dans les collèges, mais l'État aujourd'hui est parti dans une politique de fracture territoriale qui nous inquiète beaucoup, quelles que soient nos sensibilités en milieu rural. Et je dirais, mais encore faut-il que l'on puisse nationalement porter un discours en accord avec celui qu'on porte sur le terrain. Eh bien, ce sera le mot de la fin, c'est la fin du débat et c'est la fin de Parlementaire. Merci André Chassaigne, merci Philippe Viger d'avoir participé à ce débat et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h. Très bel après-midi à tous sur LCP.